Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro de votre émission dominicale L'Entretien. Démarré depuis le jeudi 10 octobre au Palais des Congrès de Cotonou, le dialogue politique national a livré ses conclusions ce samedi. Des conclusions tout autant variées qu'importantes pour l'amélioration de la vie politique nationale. Si plusieurs points ont reçu l'assentiment de tous les partis politiques conviés à ce dialogue politique, d'autres points, par contre, ont été retenus dans le rapport final comme étant des préoccupations particulières à certains partis politiques. Il s'agit notamment des mesures d'apaisement, en croire le rapporteur général du dialogue, le professeur Victor Prudent Tokpano. Alors, que retenir globalement de ce dialogue et en quoi cela fait-il avancer réellement le Bénin, et ceci au plan politique? On en parle dans cette émission avec notre invité Alain Diou. Bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes ancien ministre en République du Bénin, actuellement membre fondateur du parti Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Voilà, vous avez participé au débat pendant ces 3 jours au niveau du Palais des Congrès de Cotonou à l'occasion du dialogue politique national. C'est maintenant rangé au passé, on peut dire, mais est-ce qu'on peut dire que ce dialogue politique a réconcilié l'ensemble de la classe politique béninoise? C'est pas rangé comme vous venez de le dire. C'est le premier acte d'un parcours que nous engageons de nouveau. Mais je voudrais, avant de commencer réellement à faire cet entretien avec vous, nous rappeler que nous étions en avril 2019, en mai 2019, en juin 2019. Et quand on cite ces dates-là, ces mois-là, on doit se souvenir de nos frères et sœurs qui sont tombés, qui sont morts pour la démocratie de notre pays, qui sont morts pour la République. Je voudrais ici que vous me permettiez de m'incliner devant leur mémoire et de dire à nos frères et sœurs, membres de ces familles éplorées, que la République ne les oublieront jamais. Je voudrais également dire ma compassion devant les dégâts matériels et même des dégâts corporels. Parce que pour aller loin, il faut regarder là où on a trébuché. Ce n'est pas là où on a tombé, où on est tombé qui est d'abord le plus important. C'est là où on a trébuché. Et c'est la République tout entière, c'est la nation toute entière qui a trébuché. Et il est bon de se rappeler d'où nous étions partis. Merci de me l'avoir permis. Vous l'avez dit, je suis membre de la Force Cori pour le développement du Bénin, que préside mon collègue, le professeur Soumanou Toleba. J'en suis le conseiller spécial chargé des affaires politiques. Le dialogue était une nécessité. Ce sont les fils et les filles de notre pays qui sont en charge de construire la nation. Et nul ne sera de trop à cet effet. Vous avez demandé si est-ce que la classe politique s'est réconciliée ou est réconciliée. Je voudrais prendre cette question en 2 temps. Réconcilier avec elle-même, point d'interrogation, ou réconcilier avec la nation. Il s'agit dans un premier temps de se poser la question quant à la réconciliation de la classe politique avec elle-même. C'est un processus qui vient de démarrer. Donc ma réponse à votre question c'est pas encore. Pas encore. Nous venons de démarrer le processus de réconciliation de la classe politique avec elle-même. Mais ce qui est important, que je voudrais dire d'abord avant votre deuxième question, c'est la nécessité de la réconciliation de la classe politique avec la nation béninoise. Il n'y a pas de classe politique s'il n'y a pas de peuple gouverné. Et dans un premier temps, la classe politique béninoise est caractérisée par la méfiance, par la défiance. Et cette méfiance qui est caractéristique de toutes les classes politiques normalement dans tous les pays, chez nous, est accentuée par le fait que, je crois, qu'il y a des problèmes de culture. En politique, c'est difficile de se faire confiance. Mais chez nous, on semble dire dans la pratique que celui qui est là, en poste, qui est différent de moi, est un adversaire. C'est pour cela que
on n'arrive pas souvent à s'accorder. En J'ai politique. été, de par mon parcours dans le milieu politique, ministre en charge des relations avec les institutions sous le président Kérékou, Oui. poste éminemment politique, qui m'a permis de découvrir la classe politique. C'est elle, cette classe politique, qui a péché. C'est elle qui a trahi le peuple. C'est elle qui, depuis la conférence nationale, je ne le dis pas, vous ne me le faites pas dire, mais vous avez bien dit. Non seulement un panier à crabes, mais une classe politique qu'il faut absolument remettre en ordre. Quelqu'un a dit, un homme politique dans un pays qui est assez loin de nous, a parlé de dégagisme. Oui. À un moment donné, je crois que les générations de demain doivent tout faire pour, ou bien, corriger les valeurs qui ne sont pas de bonnes valeurs et qui sont véhiculées par la classe politique béninoise, ou alors, si ces valeurs-là sont têtues, alors procéder au dégagisme. Nous y reviendrons peut-être. Donc, j'étais en train, en répondant à votre première question, j'étais en train de mettre d'abord l'accent sur la nécessité de la réconciliation entre la classe politique béninoise et le peuple gouverné. Il faut, dans notre pays, des gens sérieux. Je m'en arrête là. Mais votre préoccupation première, c'était est-ce que la classe politique s'est réconciliée avec elle-même? Oui. J'étais en train de vous dire que cette réconciliation est en train de commencer. Mais quels sont les signes qui vous rassurent qu'effectivement le processus s'est vraiment déclenché? Vous savez, il fallait être là le 10, puis le 11, et enfin le 12, dans cette salle bleue, qui me rappelle fort heureusement et fort curieusement, oui, il y a 30 ans, la conférence nationale. J'étais jeune, le plus jeune de la délégation de l'Église catholique. Et quand je préparais cette assise du dialogue politique, je me suis rappelé que nous étions 4. Les 2 autres aînés, et je vais les citer, vous me permettez, Madame Lydie Poyon et Monsieur Émile Paraïso ont pris un peu, disons, leur retraite politique. Le chef de délégation, Monseigneur Isidore de Souza, connu pour l'immensité de l'homme, est parti. Et de nous 4, c'est moi seul. Bien sûr, j'étais le plus jeune. C'est moi seul qui, 30 ans après, s'est vu à nouveau dans une assise nationale pour penser le devenir de notre pays. Je m'incline aussi devant la mémoire de Monseigneur de Souza et du général Mathieu Kérékou, sous la responsabilité de qui j'ai exercé une partie du pouvoir d'État. Ce qui me fait dire que la classe politique a commencé progressivement le processus de la réconciliation avec elle-même, je disais il fallait être là, oui, le 10, le 11, le 12, au cœur même. Le premier jour, c'était très tendu. Parce que justement, la méfiance nous marchions sur les œufs. On se connaît tous, ou à 90%, 98%. Nous connaissions les acteurs, oui, qui étaient là hier, qui s'est retrouvé de ce côté aujourd'hui, etc., etc. Donc, c'était une ambiance d'abord de grande amitié. On s'est salué avec la plus grande déférence, la plus grande amitié les uns les autres. Mais on se disait, chacun avec le poste qu'il occupe aujourd'hui, la place qui est la sienne aujourd'hui, qu'est-ce que ça va donner? Et les premiers échanges, petit à petit, a commencé la décrispation, petit à petit. Mais on n'a pas manqué, des fois, de s'invectiver, d'avoir des propos durs, des propos forts. Mais tous ces propos étaient dits dans une ambiance conviviale, dans une ambiance amicale, dans une ambiance fraternelle, je dirais tout court, dans une ambiance républicaine. Et c'est cela. Et puis après, le 11, il y a eu un dégel. Nous avons commencé à nous faire davantage confiance. On a échangé entre nous, en dehors des temps forts à l'intérieur,
Il y a eu donc des moments de pause Oui. au cours desquels des rapprochements se sont faits. Et puis, le 12, à l'occasion du rapport, on s'est encore cogné assez fort. Parce qu'on se disait, attention, tout ce qui va être écrit, si ce n'est pas sur la base d'un consensus, ça peut entraîner des difficultés. Et puis après, on s'est retrouvés. Le facilitateur, le professeur Sosa, Dorothée, oui. a eu l'amabilité de dire que la classe politique béninoise est composée d'hommes et de femmes de grande facture. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Mais est-ce que vous avez l'impression que c'est haut et bas là? Si on caricature un peu ces exemples que vous venez juste de nous donner, est-ce que vous avez l'impression que tel un couple qui finit de se disputer, qui se retrouve encore peut-être dans des moments très agréables, vous vous êtes séparés sur une note très agréable qui vous laisse de bons souvenirs et qui vous font dire effectivement, mais finalement on aurait pu discuter depuis. Ça vous a manqué ce dialogue? Le problème n'est pas forcément on aurait pu discuter depuis. C'était nécessaire de discuter. Parce qu'on ne savait pas, on ne s'attendait pas à ce qui est arrivé. Tout est parti de la classe politique. N'oubliez pas que tout est parti de deux lois majeures portant réforme politique. Et les réformes politiques sont nécessaires, sont incontournables. Quand j'étais en charge des relations avec les institutions et que je fréquentais beaucoup le Parlement et que je lisais beaucoup les lois, j'ai eu à constater des incohérences qu'on notait dans beaucoup de lois. Mais j'ai compris la difficulté du législateur parce que certaines lois sont écrites dans des conditions particulières et on a oublié que d'autres lois précédentes avaient été écrites et que certaines dispositions avaient dit ceci, etc., etc. Donc, je comprends qu'il y ait des incohérences. Les deux lois, notamment la loi portant charte des partis politiques et la loi portant code électoral, ces lois-là, en elles-mêmes, c'était des lois votées par le législateur, par nos députés. Donc, ce n'est pas le caractère légal de ces lois-là qui était en souffrance. Non, c'était des lois de la République. Mais il s'est fait que la mise en œuvre était pratiquement immédiate. C'était dès le lendemain du vote et de la promulgation de ces lois. Et dans la mise en œuvre, on a constaté des difficultés très importantes. C'est vrai, sagesse pour sagesse, l'institution chargée d'organiser les élections a pris une décision. La classe politique s'est remuée, bien sûr. Oui. Les décisions se sont imposées. La Cour constitutionnelle a parlé. Sagesse pour sagesse. Beaucoup se sont calmés, se sont tus. Les élections ont eu lieu dans des conditions déplorables, reconnues par tous. Mais il fallait respecter et la Constitution et la démocratie du pays. Donc nous avons eu à mettre en place une Assemblée nationale, boudée par beaucoup, mais on a tous constaté qu'il y a eu des difficultés majeures. Ce sont ces difficultés qui ont entraîné la crise. Donc, difficultés dans le milieu politique, qui ont entraîné des difficultés dans le milieu social, crise sociale à allure, heureusement que ça s'est vite arrêté, à allure ethnique à certains endroits. Mais, juin, je n'en dis pas plus. Donc, c'était nécessaire de faire le dialogue. Le chef de l'État a annoncé le dialogue. Mais il n'a pas que ça à faire. C'est une lourde responsabilité que de diriger un pays. D'accord? Donc, il a annoncé en mai, il a reprécisé en juillet, en rencontrant une partie de la classe politique, en tout cas les partis politiques en règle, ou non, qui avaient des difficultés, qui avaient des difficultés. Et puis, nous nous sommes retrouvés en octobre. C'était à son honneur. Et d'ailleurs, on le lui a reconnu parce que l'on le veuille ou non, c'est lui qui a convoqué. C'est lui qui devait prendre l'initiative de convoquer. Comme quelqu'un l'a dit, il n'y a pas un mode particulier, une forme particulière de dialogue. Celui qui convoque, ceux qui vont au dialogue, s'entendent sur ce qu'il faut dire. Donc,
les griefs que l'on a enregistrés à gauche, à droite sont des griefs mineurs. Le dialogue a eu lieu. Et ce qui est heureux, c'est qu'il a eu lieu avec toute la classe politique. En tout cas, les deux composantes majeures. Il y a des formations politiques se réclamant de la mouvance présidentielle. Il y en avait 5. Et des formations politiques se réclamant de l'opposition. Il y en avait 3. Une formation politique régulièrement constituée, invitée, n'a pas répondu à l'appel. Donc, le dialogue était nécessaire. Est-ce que c'est venu en retard? Ma réponse, c'est non. Il fallait le dialogue à un moment donné. Il est intervenu, c'est tant mieux. Et ça a fait du bien à tout le monde? Je crois. Mais nous attendons. C'est seulement hier que le dialogue a pris fin. Oui. Et nous allons voir se décliner dans le temps la mise en œuvre de certaines des recommandations majeures. Certaines recommandations sont à caractère social, d'autres sont des réclamations, enfin, disons des recommandations d'ordre judiciaire, juridique, financier. Ça va prendre corps avec le temps. Mais ce qui est heureux, c'est que le dialogue a eu lieu. En lui-même, la tenue du dialogue était un défi. Et le fait que le dialogue ait eu lieu, c'est déjà un succès. Mais parlant justement de ces recommandations, entrons un peu dans le fond justement de ce qui a été décidé à la fin de ce dialogue politique. On a d'abord noté une certaine unanimité autour de la réforme du système partisan. Aucune formation politique, en tout cas à ce qu'on nous a rapporté, n'a été contre le principe de la réforme, mais peut-être les modalités, la manière dont ça a été conduit, notamment le toilettage de la charte des partis politiques et le code électoral. Vous avez dit, vous, acteurs politiques, qu'il faudrait que désormais le ministère de l'Intérieur se mette dans un rôle purement administratif. Pourquoi avez-vous jugé nécessaire de dire cela? Vous êtes d'accord avec nous qui étions au dialogue et tout le peuple béninois également. Le système partisan tel qu'il était, depuis la conférence nationale, où nous avons parlé de multipartisme intégral, Oui. Le système partisan faisait la honte de notre pays. C'était le maillon le plus faible de notre système démocratique. Vous savez, la démocratie du Bénin, sa faiblesse majeure, c'est le volet électoral. Et on peut agripper au volet électoral le système partisan. Nous étions allés jusqu'à je ne sais combien, 250, enfin, le nombre importe peu, mais ça a crevé tous les plafonds, n'est-ce pas? C'était pas beau. C'était pas bien. Et il fallait une force pour dire, on réglemente tout ça. Je suis bien placé pour le dire, parce que j'ai conçu, pour le compte du gouvernement, sous la responsabilité du président Mathieu Kérékou, le grand projet de réforme électorale et d'établissement de la liste électorale permanente informatisée, qui n'a pas fini de nous donner satisfaction, la LEPI. C'était une réforme majeure du système électoral. Dans tout pays du monde, n'est pas réformateur qui veut. Et toute réforme bouscule les acquis, les habitudes. Donc, qu'il y ait des gens qui manifestent leur mécontentement, quoi de plus normal? La sagesse du réformateur lui impose qu'il comprenne les cris de ceux qui se sentent mal à l'aise par la réforme mise en place et qu'il les rassure. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Donc oui, au dialogue, nous avons tous soutenu la nécessité de continuer d'améliorer la réforme du système partisan et de le faire réellement. Le problème, ce n'est pas le nombre de partis politiques qui existent au Bénin. C'est vrai que la réforme touche sérieusement le nombre de partis politiques. Ça se constate d'ailleurs. Voilà. Mais le vrai problème, je disais donc que ce n'est pas le nombre de partis politiques, mais c'est le nombre de grands partis politiques. Des partis politiques nationaux. Des partis politiques à envergure nationale. C'est pour cela qu'avant de répondre à votre question, je vous dirais que les participants au dialogue politique, les délégués, ont marqué leur accord total pour le maintien d'une grande partie de l'article 242 du Code électoral, et notamment de son alinéa 4, qui dit que pour être éligible
ça veut dire à la répartition des sièges à l'Assemblée nationale, il faut montrer le caractère, j'allais dire l'envergure nationale du parti. Les 10%. Justement. Les 10%. Nous avons demandé de maintenir ça. Parce que... Et tous les partis étaient d'accord? Parce que oui. Le député est le représentant de tout le peuple. Oui. Il n'est pas représentant de son parti politique, ni de sa circonscription électorale. Il est le représentant de la nation. D'ailleurs, la Constitution le dit. Mais est-ce que tous les partis étaient vraiment d'accord comme ça? Oui, oui. Et notamment les partis de l'opposition. Sérieusement? Je vous le dis. Et pourtant, on l'a entendu en avril, bien avant sûr. avril aussi, tout le débat sur l'article 242 du Code électoral. Parce que c'était la surprise. C'était tout nouveau. Le péché de la mise en application, en dehors de beaucoup d'autres choses dont nous allons sûrement parler, le péché, c'était la brutalité avec. C'était intervenu à un moment où personne n'avait vraiment bien compris la chose. À la limite, les députés eux-mêmes ne s'attendaient pas à autant de difficultés. De pression. De pression. Ils se sont taillés quelque chose qu'ils n'avaient pas apprécié, dont ils n'avaient pas apprécié l'ampleur. Mais une fois que le temps est passé, que nous avons bien compris, nous avons retenu que cela soit maintenu. Parce qu'ailleurs, ailleurs, je ne veux donner aucun exemple, mais il y a des démocraties qui sont de grandes démocraties, de vieilles démocraties, mais il y a autant de partis politiques que veulent les habitants de ce pays, de ces pays-là. Mais tous les partis politiques ne sont pas des partis de gouvernance, des partis de gouvernement. Les partis de gouvernement sont les grands partis. Ce sont les partis nationaux. Ça, c'est la première justification. La deuxième raison, c'est que les partis politiques doivent bénéficier désormais, une fois que la loi sera votée, du financement public. On ne va pas s'amuser avec le financement public. Le financement public, ce sont les contribuables qui payent. On ne va pas s'amuser avec des partis de... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut que ce soit de grands partis pour mériter. C'est des millions de CFA qui vont être attribués après répartition lorsque la loi sera votée, bien sûr, et promulguée. Donc c'est une bonne partie de la sueur de la population qui va aller aux partis politiques comme ressources financières. On ne va pas s'amuser avec ça. Que ce soit les dirigeants d'aujourd'hui, l'exécutif d'aujourd'hui ou l'exécutif de demain. D'accord? Ça, ce sont des points positifs. Mais revenons au tout début de votre interrogation. Vous avez demandé, le ministère de l'Intérieur ne va jouer qu'un rôle administratif. Tout est parti du rôle qu'il a joué aujourd'hui. Et notamment le ministre en charge de ce département-là. Il est membre fondateur d'un parti politique de la mouvance. Il est dans l'appareil de gouvernement de ce parti politique. Beaucoup ont dit, et pas à tort, qu'il est jugé parti. Je ne sais pas sur quoi les amis se sont basés pour le dire. Le parti politique dans lequel moi je suis n'a pas souffert parce que nous avons mis beaucoup de sérieux à monter nos dossiers pour la reconnaissance de notre parti. Mais nous avons quand même eu la réaction du ministère qui a demandé que nous reprenions un certain nombre de choses. Ce que nous avons fait avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'assiduité. Et quand nous avons présenté notre deuxième copie, ça a été validé. Et nous avons fait le reste du parcours pour avoir notre récépissé définitif. Mais beaucoup ont soutenu, sur la base de ce qu'ils ont vécu, que, dans un premier temps, le ministère de l'Intérieur leur a écrit en disant « Nous avons noté telles insuffisances dans votre dossier ». Le ministère de l'Intérieur a fait le point. Il leur a donné le point qu'il a fait. Telles insuffisances. Allez revoir ça. Ils sont partis, ils ont pris le temps nécessaire, ils ont corrigé tout ça, ils ont revenu. Ils ont ramené et le ministère a dit à nouveau, nous avons, etc. Alors, il y a eu des va-et-vient. Pour certains, c'est 2 fois, c'est 3 fois, mais c'est fatigant. C'est énormément fatigant. C'est stressant. Excusez-moi l'expression, c'est embêtant. Donc, beaucoup ont compris
à tort peut-être, Oui. ou à raison, puisque moi je n'ai pas vécu ça directement, mais beaucoup ont compris que c'était des astuces pour perdre du temps, pour ceci, pour cela. Et si le ministère de l'Intérieur n'avait qu'un rôle administratif, une autre institution aura le rôle le plus important qui permettra la reconnaissance. Voilà, les dossiers, j'allais presque dire un rôle politique, Oui, mais, un rôle plus juridique, oui, pour oui. dire, oui, les dossiers de telle formation politique sont recevables, sont, etc. Oui. Tout le travail sera fait à ce niveau-là par l'institution et le ministère va s'occuper seulement du volet administratif. Alors, lorsque vous dites volet administratif et après volet politique, je voudrais qu'on fasse vraiment la différence. Est-ce qu'au niveau des débats, vous avez vraiment pu mettre un contenu réel dans ce que vous appelez tâches administratives du ministère de l'Intérieur? Il s'agira de quoi? Lorsque le ministère dit il vous faut encore telle pièce ou réajuster telle, et que vous apportez, mais que le ministère de l'Intérieur trouve que ce qu'il avait dit, vous n'aviez peut-être pas compris, il reçoit le dossier quand même pour la suite du processus, c'est ça? Ou comment est-ce que ça va se passer? Je vais faire un aveu, avant de répondre à votre question, un aveu sur le déroulé du dialogue. Oui. La conduite des travaux. Oui. Quand nous avons commencé à travailler, je vous ai dit que, et tout le monde sait que nous étions 8 sur 9 invités. Sur les 8, il y a 3 de l'opposition et 5 de la mouvance, oui. voilà, de la majorité. À un moment donné, sur les premiers sujets qu'on a débattus, le point était fait comme si nous étions les mêmes. Comme si on pouvait dire, sur tel point, il y a 5 qui ont telle position et 3 qui ont telle autre position. Donc, la loi de la majorité et que ça passait. Oui. Ou bien, il y a 6, 7 sur 8, etc. C'est ça. Mais on a rapidement montré que ça ne pouvait pas passer comme ça. Parce qu'il ne s'agit pas du vote d'une loi. Voilà ça. Et puis, il s'agit de la rétrocession des conclusions d'un dialogue. Et puis, non, d'abord, nous étions en dialogue. D'accord. On a dit dialogue, Oui. c'est 2 parties. Oui. Quelles sont les 2 parties dans le processus? Les 2 parties, c'est la majorité présidente, enfin la mouvance, disons ça comme ça, la mouvance et l'opposition. Oui. C'est ça les 2 parties. Ce n'est pas chacun des partis politiques additionnés, etc. Non, si on faisait ça et qu'on appliquait la loi de la majorité, peut-être que c'est seulement les 5 contre 3. Vous comprenez ce que je suis en train de dire et les téléspectateurs me comprennent également. Oui. Donc, il fallait prendre en compte ce que les gens de la mouvance disent, ce que les gens de l'opposition disent, et certains sujets étaient des sujets transversaux. Donc, ça permettait de faire l'analyse. Ça a fait que nous avons changé dans la méthode, on a corrigé un peu, on a amélioré un peu. Et c'est pour ça qu'on a parlé de tel sujet a eu le consensus, tel autre, moins, ainsi de suite, ce que le rapporteur a présenté. Donc, quand on dit que le sujet a rencontré le consensus de la plupart, c'est vrai. Et en ce qui concerne le point que vous abordez, l'ensemble des participants, en retenant que le ministère de l'Intérieur va s'occuper du volet administratif, c'est simplement ce qui correspond au volet administratif. C'est-à-dire, le fond ne lui revient pas. Ça va revenir à une autre instance. Est-ce que vous avez pensé à cette instance, la Cour constitutionnelle? La modalité, il y a eu plusieurs propositions. Il y a une proposition, une agence, une autre proposition, la Cour suprême, une troisième proposition, la Cour constitutionnelle. Tout ça est versé. Parce qu'il y aura bientôt la prise en compte des recommandations. Et la modalité d'application, disons, oui, d'application, de mise en œuvre des recommandations, la modalité revient à des instances qui sont au-delà de ce que nous étions comme participants délégués donc, au dialogue. Donc, ce n'est pas nous, il ne nous revenait pas à nous de faire. Donc, nous avons retenu les principes. Donc, ce sont les principes que vous avez là. C'est ça. La mise en œuvre, les modalités, ça revient à une autre instance. Et vous avez entendu le chef de l'État dans son discours, il s'est engagé à faire tout ce qui lui revient. Lui, personnellement, parce que le chef de l'État en lui-même, c'est une institution, lui et son gouvernement. Donc, ils feront
tout ce qui est en leur pouvoir. Donc, d'ici les jours, les semaines à venir, vous sentirez vous-même, on constatera tous. Donc, en réalité, c'est au chef de l'État de décider de cette agence ou de cette instance qui jugera du fond des dossiers au ministère de l'Intérieur, c'est ça? Ce n'est pas à lui seul. Ce n'est pas à lui seul parce qu'il a l'initiative des lois, Oui. mais qu'il partage avec l'Assemblée nationale. Alors, vous avez parlé justement du rôle administratif qui reviendra désormais au ministère de l'Intérieur. On verra après la suite avec le chef de l'État, l'Assemblée nationale. On verra en tout cas. Mais tout à l'heure, vous avez mis le doigt sur, on va dire, la préservation de ou des acquis à l'issue de cette réforme. Personne n'a demandé qu'on puisse balayer du revers de la main la charte des partis politiques, mais plutôt de la parfaire. Que reste-t-il à faire justement pour faire de cette charte des partis politiques un document vraiment unanimement reconnu par tous les partis politiques béninois? D'abord, la charte des partis politiques a moins de problèmes que le code. D'accord. D'accord. Bien. La plupart des propositions qui ont été faites n'ont pas remis en cause de façon formelle et forte des dispositions de la charte. On a entendu par endroit la diminution de membres fondateurs par circonscription. Oui. Quelle était la portion de ce débat-là dans l'ensemble? Ça n'a pas prévalu, puisque vous n'avez pas vu ça. Effectivement, voilà, oui. Ça n'a pas prévalu, parce que quand on défend la nécessité d'avoir des partis forts, oui, des partis nationaux, il y a certaines petites choses qu'on peut laisser tomber et on doit faire les efforts nécessaires. Ça nous bouscule tous, nous tous, les acteurs politiques. Ça bouscule aussi les électeurs, ça bouscule aussi les militants. Vous voyez? Voilà. Mais il faut faire le lien entre la charte et le code pour que nous soyons beaucoup plus... Justement. Voilà. Donc, mais parlons du code électoral. Il y a dans un point de débat où on a dit, vous devez vous rappeler, des partis politiques au niveau de la Sénat ont perdu la possibilité de compétir parce qu'il y avait 2 ou 3 candidats qui étaient sur 2 listes. Oui, à la fois. Et on a sanctionné le parti politique. Mais la faute revenait à qui? La faute revenait aux militants. Ou du moins d'abord aux militants. D'accord. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile aux partis politiques de tout contrôler. Surtout, n'oublions pas, dans quelles conditions on a préparé les dossiers. Septième législature finissant, nous avons eu les 2 lois, il fallait découvrir le contenu des 2 lois, s'apprêter pour s'y conformer, etc., etc. Oui. Donc, ce n'était pas facile non plus, du tout. Nous avons retenu, tous ensemble, que parce que ça interpelle aussi la conscience du militant. Le militant qui faisait ça savait qu'il avait été approché par un autre parti. Quand il le faisait pour le deuxième parti, c'est qu'il tenait absolument à être député. Sûrement, hein? Il en avait sûrement les moyens pour faire sa campagne. Mais il ne savait peut-être pas que. Et il en avait surtout caché l'existence de ce qu'il faisait à l'autre parti politique. Donc, nous avons tous unanimement dit, il ne faudra plus que la Sénat sanctionne le parti politique. 2, il faudra permettre à ce que, si des doublons étaient constatés, que la Sénat invite le parti politique à corriger. Et que celui qui est auteur du doublon, celui qui a occasionné le doublon, soit sanctionné. Le citoyen qui a fait ça soit sanctionné. C'est normal, non? C'est assez logique, non? Il sera frappé d'inéligibilité, avez-vous proposé? Pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a le contenu pénal, donc la loi sera dite et appliquée à ce niveau-là. Mais il faut que nous nous disciplinions, parce que ce sont les militants qui font le parti politique, ce sont les militants qui sont les dirigeants politiques du pays, les dirigeants, toutes catégories politiques confondues, n'est-ce pas? Donc, voilà, de ces choses-là sont importantes. Alors, quelle est votre question, quelle est votre préoccupation? Mais est-ce que ça ne vient pas déresponsabiliser les partis politiques aussi dans ce sens? Mais non, pas du tout. Parce que le parti politique va constater que son militant n'était pas gentil, n'était pas sérieux avec lui. Et le militant va écoper d'une sanction. Le parti sera avisé que celui-là n'est pas, ne mérite vraiment pas d'être militant, etc. Mais est-ce que vous ne pensez pas que punir le militant, que c'est plus légitime que punir le parti politique? Vous pensez qu'on peut contrôler au minimum 1155 militants, fondateurs
1155, déjà. Et ce n'est pas forcément dans les 1155 qu'on prend ceux qui vont être candidats. Vous pensez que c'est facile? Et puis, l'acte qui est posé, c'est un acte de conscience. Un parti politique, c'est une personnalité morale. C'est une personnalité juridique large. Alors que l'individu qui pose l'acte, lui, il savait. C'est ça que je tentais de vous dire tout à l'heure. Il savait, en posant l'acte, qu'il a signé un premier papier dans le cadre d'un premier parti politique et qu'il était en train de signer un deuxième papier pour un deuxième parti politique. C'est sa faute personnelle, individuelle. C'est lui qui doit être sanctionné. Et c'est ce que nous avons fait ressortir. Justement. Mais en marge justement de ce dialogue, est-ce que ce n'est pas aussi une occasion pour les partis politiques de réfléchir aussi sur le suivi de leurs militants, puisque avec cette réforme, on veut avoir des partis d'ancrage national, des partis de grande envergure qui véhiculent des idéologies, qui forment leurs militants aux vraies valeurs de ce parti politique. Est-ce que ce n'est pas aussi une occasion de se demander, mais si déjà des gens sont capables de s'inscrire sur 2 listes, déjà, est-ce que ça ne pose pas aussi un problème en amont déjà du militantisme au sein de son parti politique? Absolument. Mais comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit le parti politique qui soit puni. Oui, mais au-delà justement de la question pénale, oui, mais il faut que le parti réfléchisse aussi. Mais ce que vous avez dit, dans la charte, il y a l'obligation qui est faite aux partis politiques d'avoir une école de formation. Oui. On n'a pas touché à ça. C'est tellement évident. C'est pour ça que le système partisan doit être renforcé. Et c'est un acquis majeur du dialogue. Nous avons dit qu'il faut renforcer le système partisan. Donc on ne touche pas aux grands acquis de la réforme à ce niveau-là. Donc oui, vous avez raison, les partis ont l'obligation de faire de la formation de leurs militants. La formation, toute catégorie de formation confondue, n'est-ce pas? Parce que le militant à la base aujourd'hui, c'est lui qui est responsable demain. Donc il faut le former. C'est du nouveau. C'est une nouveauté dans la charte. Donc c'est une avancée. Donc vous avez raison, oui, les partis politiques n'ont pas perdu ça de vue. C'est ça. Voilà. Mais il y a aussi la question de la déconcentration de l'organisation des élections locales et communales au niveau de la Sénat. Parce que c'est lourd. Les élections municipales, locales, en tout cas, non, locales surtout, c'est très, très, très lourd. Alors, vous proposez quoi? Je me suis rappelé qu'on a fait les élections locales là, en 2008, si mes souvenirs sont bons, mais 2 ou 3 ans après, la Cour suprême réglait encore des contentieux. Oui. D'accord? Or, c'est un mandat de 5 ans. Vous voyez? 3 ans, 4 ans, on réglait encore. Donc, il y a des élus qui n'ont pas pu travailler. OK? Bien. Oui, déconcentrer permettrait quoi? Permettrait de rapprocher l'organe de gestion de la base. Disons ça simplement comme ça. Donc, sans perdre le contrôle d'une instance supérieure. Sans perdre le contrôle d'une instance supérieure. On l'a formulé comme ça, mais comme j'ai dit, les modalités de mise en œuvre vont être étudiées par qui de droit. Justement. Et on verra. Le législateur peut-être. Mais ce qui a été retenu, c'est que la plupart des doléances formulées, disons des recommandations formulées, se feront, lorsque ce sera monté, il y aura un feedback, un retour, si vous voulez, avec la classe politique, sous forme d'ateliers, sous forme d'un comité, etc. Ça va être retenu à un niveau et les gens, ce qu'on a souhaité de façon forte, c'est que le dialogue n'intervienne pas seulement à des moments donnés, qu'il y ait comme un genre de dialogue permanent. Donc, il faudra un cadre pour faciliter cela. Mais justement, est-ce que, en tant qu'acteur politique, vous pensez que cette déconcentration peut aussi passer par le renforcement des CED, par exemple, commission électorale départementale? Bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas voulu entrer dans les détails parce que d'abord pour ne pas ennuyer le téléspectateur, parce que ces éléments pratiques sont presque des éléments techniques. C'est pour ça que j'évitais. Donc oui, ça va prendre en compte les structures déconcentrées des organes qui s'occupent des élections.
et qui s'occupe également des contentieux des élections, notamment les élections locales. Alors, Alain Diou, il a été aussi question de la préservation, comme on a commencé à le dire déjà, des acquis, notamment le quitus fiscal, la notion de la caution, par exemple, pour aller aux élections, le certificat de conformité. Peut-être que certaines personnes s'attendaient à ce que certains partis politiques décrient cela, mais ça a finalement été maintenu. Non, le certificat de conformité, c'était du conjoncturel. Nous étions régis par une charte qui a changé. Et nous étions gouvernés par une nouvelle charte. Le décideur constitutionnel a souhaité, à juste titre, malgré tout ce qu'on a dit, qu'il y ait quelque chose, un papier, qui dise à un moment donné, oui, le parti politique, l'ancien parti politique, qui était constitué sur la base de l'ancienne charte, qui s'est reconstitué sur la base de la nouvelle, a effectivement fait les choses conformément à la nouvelle charte. Donc, le certificat de conformité, ce n'est que ça. C'est un papier pour constater la mise en conformité de la formation politique avec la nouvelle charte. Bon, ça a fait le tollé parce que c'était à un moment donné. C'était le contexte. C'est le contexte de suspicion qui a prévalu à ce moment-là, qui a justifié toute la réticence et tout le décrit qui a eu lieu. Aujourd'hui, on ne parle plus de certificat de conformité. Il est question de récépissé. Il est question de récépissé. Nous, FCDB, nous n'étions pas une ancienne formation politique. Nous sommes nés avec la nouvelle charte. Donc, il n'a pas été question pour nous de nous mettre en conformité, puisque nous n'existions pas. Oui. Nous avons reçu simplement, une fois que le ministère de l'Intérieur a constaté que tout est en règle, nous avons reçu le récépissé provisoire et après le récépissé définitif. Oui, mais pour la caution. Maintenant, pour la caution, il a été reconnu par beaucoup des délégués et partis politiques au dialogue que le taux de la caution, le montant de la caution est élevé. Il n'est nulle part écrit que pour les élections législatives, il s'agit de 249 millions. Il n'existe aucun dispositif, aucune disposition dans la loi qui dit pour l'élection du président de la République que la caution est 250 millions. Non. Mais ce que le législateur a mis, c'est pour l'élection présidentielle, les candidats sont autorisés, chaque candidat est autorisé à un maximum de dépenses, 2,5 milliards. Si le candidat peut mobiliser 2,5 milliards, pourquoi ne pas payer comme caution 10% de ces 2 milliards-là? C'est ça qui fait 250 millions. Pour les députés, autorisés à faire la campagne avec 30 millions. Et si c'est 30 millions, pourquoi ne pas donner 10% comme caution? Ce qui fait 3 millions. 3 millions multiplié par 83 députés, ça pour une liste, n'est-ce pas? Ça va être 249 millions. Nous avons dit qu'en procédant ainsi, c'est comme si, et je peux enlever le comme, l'argent était la valeur cardinale. Or, le plus riche dans un pays n'est pas forcément le meilleur gouvernant. L'argent ne peut pas être le déterminant dans le choix de nos candidats. Et encore moins le choix de nos dirigeants. Donc nous avons souhaité que les dépenses à faire soient diminuées. Et que le pourcentage à mettre sous forme de caution le soit également. Il y a eu des propositions très précises, mais puisque rien n'est définitivement retenu, ce sont les principes qui ont été consignés dans le rapport. Le reste sera fait par qui de droit. Ça n'a gêné personne, finalement. Je peux dire non. Ça n'a pas gêné grand monde. Je peux dire non. Parce que celui qui peut mobiliser 2,5 milliards pour faire campagne, pour la présidentielle, peut mobiliser 1 milliard ou 1,5 milliard. Et puis, il ne faut pas que nous nous habituions non plus à faire la campagne avec beaucoup d'argent. C'est dans notre pays que l'argent, en Afrique de l'Ouest,
Et l'argent est en train de prendre autant de place. Ce n'est pas bon. Dans nos cultures, l'argent n'a jamais défini la qualité d'une personne. Le médiumé, chez les fonds, ce n'est pas celui qui a le plus d'argent. C'est celui qui, de son vivant, est personne féconde. Et ce sont les valeurs, autres que l'argent, qui font la fécondité d'une personne. Donc, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Non. Mais autre question purement politique aussi, c'est... Vous avez oublié, on avait parlé rapidement de ce que l'attestation de résidence, c'est ça? Non, 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 non. Pour les impôts. Oui, le quitus fiscal. Le quitus fiscal. Oui. On a retenu de garder le quitus fiscal parce que c'est une bonne chose. Mais on a déploré les conditions dans lesquelles ça a été établi et distribué. Beaucoup de citoyens ont profité aussi de cette période-là pour introduire des demandes de quitus fiscaux et les dirigeants de la direction des impôts ne pouvaient pas savoir s'ils étaient candidats ou pas. Donc, on a demandé que ce soit, par exemple, décentralisé. Ça va permettre un meilleur suivi et que ne soit établi, ne soit donné qu'un seul exemplaire de quitus fiscal. Parce que c'est pour les élections. Moi, j'ai reçu 2 quitus fiscaux, 2 exemplaires de quitus fiscal. Le second, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ce n'était pas utile. C'est ça. Voilà. Donc, vous avez demandé un peu qu'on puisse revoir ça, etc. Mais surtout, qu'on n'utilise pas le quitus fiscal pour faire de la fraude positive. La fraude positive ici, la fraude positive ici, c'est empêcher des gens qui ne sont pas miens, les empêcher d'avoir ça pour aller aux élections. Il ne faut pas. Que ce soit fait avec impartialité. Impartialité, etc. Oui. Il y a eu justement des réflexions sur l'adoption prochaine du statut de l'opposition. Et d'ailleurs, parlant de ça, FCDB se réclame de l'opposition. Ça vous tient à cœur, ça? Ne se réclame pas, est de l'opposition. Est de l'opposition. Oui. C'est vrai que dans l'acte de naissance d'un parti politique, on ne dit pas « je suis opposant ». Voilà, parce que c'est dans la pratique que vous vous opposez à quelque chose ou à quelqu'un ou à un programme ou à une gouvernance, etc. Et votre question, c'était que nous défendions. Oui. Oui. Il existe une loi. La loi, j'allais dire, portant statut de l'opposition. Oui. Qui date de 2002. Et son décret d'application a été pris en 2009. Oui. Rien n'a été appliqué. La loi est complètement dépassée. Certains articles ont été lus, nous avons tous souri, même ri. Donc, il est nécessaire, obligatoire même, que le statut de l'opposition, la loi portant le statut de l'opposition soit entièrement revue. Qui de droit commencera, mais gardera le contact avec les partis politiques pour que les choses soient bien établies. Ne fait pas l'opposition qui veut. Dans notre culture, en Afrique en général, notamment chez nous, l'opposition, ça n'existe pas vraiment. C'est une importation du fait que nous ayons hérité de. Il y a un homomorphisme parfait entre les structures de l'État moderne, entre guillemets, chez nous, et les mêmes structures de l'État qui nous a colonisés. Mais nous avons déjà adopté tout ça. Donc, il faut faire les choses convenablement. L'opposition est nécessaire en régime démocratique pour tout gouvernant. Et d'ailleurs, celui qui le comprend et le sait souhaite avoir des partis d'opposition qui soient forts. Donc, il est bon d'établir une loi, de prendre une loi sur le statut de l'opposition qui donne la bonne place, mais qui en même temps qui responsabilise. Il y a des droits et des obligations. Donc, oui, le statut qui est là, enfin la loi portant le statut qui est là est complètement dépassée. Il faudra l'actualiser, la réécrire complètement. Monsieur, vous avez déjà proposé des pistes de réflexion pour que l'Assemblée nationale sache exactement quoi faire. On a dit certaines choses que les amis députés qui étaient dans la salle ont bien notées, mais comme je vous l'ai dit que ça va se faire dans une relation, j'allais dire, itérative pratiquement, on va se rencontrer, discuter, un cadre relativement formel sera mis en place. C'est eux qui vont initier, c'est d'abord le Parlement qui va mettre la première
premier coup de crayon, coup de bic, et puis on va échanger sous forme d'atelier, sous forme de séminaire, etc. pour que ce soit une loi prise de façon consensuelle. C'est ça. Ouais. Très bien. On va parler des mesures d'apaisement qui ont été prises aussi à l'occasion de ce dialogue. On a écouté le rapporteur général de ce dialogue politique, professeur Victor Tokpanou, qui disait que ce ne sont pas des exigences, mais ça a été formulé comme des doléances. 18 points de mesures d'apaisement. Est-ce que ce n'était pas trop, d'abord, avant qu'on aille dans les détails? Non, C'était pas trop. C'était pas trop. Il fallait être précis, ne pas amalgamer, il fallait être précis. Donc, dans le rapport, on a détaillé point par point pour que celui qui lit comprenne sans ambiguïté. Il a notamment été question de certaines, on va dire, préoccupations d'ordre social. C'est quelle exactement, on va dire, l'intention cachée derrière ces mesures sociales qui ont été formulées? La toute première mesure d'apaisement, de décrispation que nous avons souhaitée, qui était déjà rendue nécessaire dans les analyses antérieures, c'était l'organisation d'élections générales. Le principe a été acquis pour des raisons que tout le monde comprend. Les élections dans notre pays coûtent trop cher. Selon les élections, selon l'élection, entre 10 et 20 milliards. Oui. Ça coûte énormément cher. Première raison. La deuxième raison, c'est que selon les dispositions et de la Constitution et des lois électorales, notre pays est en compétition électorale presque chaque année. On n'a plus le temps pour poser les bases d'une construction harmonieuse du développement. Donc, il faut revoir tout ça. Ce n'est pas une préoccupation d'aujourd'hui, mais c'est une préoccupation désormais incontournable. Donc, nous avons affirmé fortement, et tous ensemble, fortement, le principe d'élection générale. Est-ce que ce sera la présidentielle et les législatives et les communales, locales, etc. Je peux dire que le consensus, toutes choses restant égales par ailleurs, que le consensus a été obtenu sur, on détache l'élection présidentielle. Et on fait les autres. Ne serait-ce que sous forme d'apprentissage. Mais ça a pris l'allure d'une mesure d'apaisement, une mesure de décrispation, surtout parce que nous avons connu ce que nous avons connu en avril 2019. Nous sommes dans une situation assez difficile du point de vue parlementaire et ce serait un grand coup si la décision était prise, non pas d'écourter un quelconque mandat que ce soit, mais d'apaiser, de réconcilier vraiment les dirigeants avec les dirigés pour relancer la construction du développement de notre pays. Donc, la première mesure d'apaisement demandée, mais vraiment sous forme de doléance, c'est qu'on organise, à titre exceptionnel, les premières élections générales ou en 2020 ou en 2021. Le chef de l'État avisera. Toute autre considération peuvent ne pas faciliter la décision. Si cette décision devait être appliquée, les élections générales, n'est-ce pas, pour 2020 ou 2021. Ce qui devait primer, ce serait, ou c'est, la décrispation, l'apaisement, la remise à zéro du compteur. Parce qu'il y a eu beaucoup de frustration. Parce qu'il y a beaucoup de frustration. Les gens sont fâchés. Oui. Et légitimement. Légitimement. Parce que si on ne le reconnaît pas, on va traîner des choses qui fâchent. Permettez que je le dise simplement comme ça. Donc, c'est la première mesure d'apaisement qui a été formulée en direction du chef de l'État. Mais avec la précision insistante que ce n'est pas une recommandation. C'est une doléance, pour qu'ils comprennent. Les autres mesures d'apaisement... mais sur cette mesure-là, est-ce que les députés de la 8e législature qui étaient dans la salle étaient d'accord? C'est une mesure... Vous avez vu comment est-ce que je l'ai présentée? Ça ne doit pas être apprécié comme une sanction. C'est ça. Ça ne doit pas être apprécié comme une punition, entre guillemets. Non.
ça doit être apprécié comme une nécessité pour relancer le pays. Et quelque chose m'a marqué pendant la cérémonie de clôture, c'était la grande émotion qui a plané sur nous tous. C'est comme si ceux qui ont construit ce pays dans le sang, qui ont versé leur sang, ceux qui se sont battus depuis très longtemps, l'hymne national de notre pays en parle abondamment, n'est-ce pas? C'est comme si leur esprit était là. Le chef de l'État n'a pas manqué de le souligner. Si la couleur de sa peau permettait de voir l'émotion qu'exprime son corps, qu'on le comprendrait. Et d'ailleurs, il n'a pas achevé son discours. Nous l'avons tous remarqué. Et beaucoup ont eu la gorge nouée. Beaucoup. Beaucoup. Je ne vous le cache pas. C'était vrai. Et vous le dites aussi avec beaucoup d'émotion. C'était des moments très forts. Ça m'a rappelé la conférence nationale. Lorsque le président Kérékou était arrivé et il a dit « Toutes les décisions de la conférence seront appliquées ». Les larmes ont coulé et nous avons entonné l'hymne national. C'était presque. Ce n'était pas autant que, mais c'était presque. Et je voudrais partager vraiment ça avec les téléspectateurs pour qu'ils comprennent que nous avons passé des moments de grande émotion. À cela, on peut ajouter les autres mesures d'apaisement à contenu social. Il y a des gens, des citoyens, des frères et sœurs qui ont perdu leur liberté. Ce n'est pas nécessaire de chercher à les appeler prisonniers politiques ou pas politiques. Les mots ont leur sens, ont leur contenu, ce n'est pas la peine. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, à l'occasion de ce qui a fâché, à l'occasion de ce qui a fait que nous nous sommes cognés, nous sommes marchés les uns sur les autres, des gens, pour des raisons sûrement légitimes, ont perdu leur liberté. Que celui qui peut le plus, et qui est aujourd'hui dans la position de père de la nation, puisse se dire non, il faut que le peuple que je dirige se réconcilie avec lui-même et avec ses dirigeants. Il y a d'autres mesures sociales aussi lourdes en émotion. Ça a été exprimé par quelques participants, compris par la plupart, même ceux qui n'ont pas porté la mesure ou les mesures, mais ces mesures ont été comprises. Si ce n'était pas compris, elles ne seraient pas ces mesures ne seraient pas dans le rapport comme des points importants. D'accord? Par exemple, l'ancien chef d'État, le président Yahi Boni, l'actuel président de la République, qui n'a jamais cessé de dire les relations d'amitié particulières qui le lient au président, son prédécesseur. Vous savez, qui peut le plus, peut le moins. Et les partis d'opposition ou non étaient tous sensibles à cela. Je finis ce volet-là en évoquant ce qui s'est passé dans un autre pays africain, un pays de l'Afrique centrale, assez récemment, où, je ne dirais pas contre toute attente, mais en tout cas, c'est celui-là qui était en position 2. Il a décidé de libérer 333 détenus du Cameroun politiques. Donc, je ne voulais pas le nommer, vous avez bien compris. Donc, vous voyez, le chef de l'État l'a compris. Et j'ai aimé un moment particulier de la fin de la cérémonie de clôture, lorsqu'il a pris dans ses mains les dirigeants du parti FCBE. Je ne veux pas les nommer, mais nous qui étions dans la salle, il y a eu des images, on a vu. Et je n'étais pas loin de là où il s'est vraiment arrêté pour leur parler. Et j'ai entendu ce qu'il a dit. Je ne le répète pas, parce que je ne suis pas autorisé à le dire, mais j'ai entendu. Il était fier d'eux, de les voir venir? C'était très fort, ce qu'il a dit. Ça dépasse ce que j'ai dit. Et c'est vraiment les propos d'un père de la nation qui veut absolument réconcilier les uns et les autres des fils du pays qu'il dirige. Et je prie pour que le peu que je connaisse de lui, je prie pour qu'il n'y ait pas d'autres distractions qui viennent
perturber ce qu'il a exprimé aujourd'hui comme sentiment profond. Voilà, je m'en arrête là. Et à l'issue de ce dialogue politique, vous avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, à l'entame de l'émission, que ce n'est qu'un début de tout un processus. Quelle est la suite normale de tout ça maintenant, logiquement? Mais le rapport a été transmis au président de la République, initiateur du dialogue. Dans un premier temps, ce rapport fera l'objet d'une analyse. Quand on dit analyse par le gouvernement ou par lui-même, je pense que ce sera toujours en relation avec certains de la classe politique. Mais le chef de l'État s'est engagé. Donc, c'est tombé en de bonnes mains. Le rapport sera lu, disséqué, et des points seront davantage détaillés, d'autres probablement regroupés. Et les instances qui doivent réfléchir quant à la suite se mettront au travail. Comme je l'avais dit à un moment donné du dialogue, pardon, de notre échange, de notre entretien, j'ai dit que le président de la République et le gouvernement partagent l'initiative de la loi avec le Parlement. Oui. Ils vont jouer leur partition. Et la Cour constitutionnelle sera appelée, dans son rôle, n'est-ce pas, à jouer la sienne. C'est vrai, comme je l'ai dit également, à un moment donné, aux besoins ressentis des partis politiques, les partis politiques régulièrement constitués seront appelés, dans un cadre comme dans un autre, à venir apprécier ce qui est fait. Ce dont je me suis convaincu... La communication sera maintenue. Ce dont je me suis convaincu, c'est que le Bénin retrouve un nouveau départ. Voilà, comme en 2016, ça a été clamé de part et d'autre, c'est un nouveau départ politique cette fois. Si vous voulez, je dirais un nouveau départ dans le nouveau départ. Je le dirais comme ça. Mais j'ai aimé votre expression, nouveau départ politique, sur le plan vraiment politique. Alain Adéou, pour peut-être amorcer la fin de cette émission, avez-vous peut-être un appel à lancer à l'endroit de ces formations politiques qui auraient peut-être aimé participer à ce dialogue, mais qui ne sont pas venus parce que justement n'étant pas encore en règle? Je voudrais simplement dire dans un premier temps que je remercie le chef de l'État, même si il n'en a pas forcément besoin. Mais je le remercie pour ce que nous avons connu dans notre pays ces 3 derniers jours. Je remercie fortement les partis politiques qui ont tout mis en œuvre pour être à jour, surtout les derniers, qui ont tout mis en œuvre pour être à jour et qui sont arrivés. Je ne les nomme pas parce que nous les connaissons. Je remercie tout particulièrement les partis de l'opposition qui ont tout bravé pour être là. Et au titre des partis de l'opposition, je fais un clin d'œil spécifique au FCBE. Parce que ce n'était pas donné. Ce n'était pas donné. Qu'est-ce que nous n'avons pas lu sur les réseaux? Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? À un moment donné, c'est comme si c'était des clochards. C'est comme si c'était des apatrides qui ne comprenaient rien du tout. Non, le dialogue était nécessaire. Le dialogue était incontournable. Et l'acte qui a été posé montre que ceux qui ont osé faire le déplacement pour le dialogue avaient raison. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Et puis dans notre adage, dans l'un des adages d'une culture, enfin d'une langue de chez nous, on dit on ne refuse pas un appel, une invitation. C'est ce qui est après qu'on refuse. Donc, je nous félicite, nous les Béninois, d'avoir trouvé ce creuset-là depuis 3 jours, enfin pendant 3 jours, oui. Nous nous sommes parlé. Vous voyez ce que ça fait? Que les fils d'un même pays, les acteurs politiques qui mettent en place la structure macro de gestion du pays se retrouvent et mettent la balle à terre, comme on le dit vulgairement. C'est important. Nous ne sommes pas des ennemis. Ceux qui ont refusé, parce qu'il y en a au moins un qui a refusé de participer au dialogue, quand bien même il est régulièrement constitué. Et invité. Et invité. C'était son choix. Mais je déplore son absence. Mais je ne donne aucune leçon à qui que ce soit. Les autres qui attendent d'avoir leur reconnaissance juridique, qu'ils fassent tout
ce qui est permis par la loi et qu'ils se mettent à jour. Nous sommes désormais gérés par une nouvelle charte et la réforme du système partisan est une bonne réforme. Nous en avons besoin. Je suis convaincu qu'au-delà de leur ressenti d'aujourd'hui, ils constateront, une fois qu'ils auront obtenu leur récépissé, que le reste des activités, j'allais dire quoi, seront conduites. Les activités en tant que force politique seront conduites avec autant de facilité qu'ils en avaient l'habitude. L'essentiel, c'est de passer la rampe là, le cap. Je demande aussi que, au niveau de la structure de l'institution gouvernementale, ici le ministère de l'Intérieur, que les efforts que le chef de l'État avait demandé depuis le 15 juillet, que cet effort-là soit fait pour que l'accompagnement des partis politiques qui veulent se mettre en règle, que cela soit fait. Mais je termine sur une note très positive. D'accord. Nous étions 9 partis politiques régulièrement constitués. Si le dialogue devait se tenir la semaine qui vient, là, peut-être jeudi prochain, il y aurait un 10e parti politique. Ah bon? Parce qu'il y en a eu un qui a reçu son récépissé provisoire. C'est pour dire que le processus continue. Ça continue. Et comme j'ai dit à un moment donné du dialogue, ce n'est pas le nombre de partis politiques qui est problème. C'est le nombre de partis politiques en capacité d'être partis de gouvernants. Des gouvernants, je dis. Donc, partis à envergure nationale. C'est ça qui est le problème. Parce que les partis politiques sont libres de compétir. Ça, c'est encore la loi qui le dit. Hein. Vous compétissez, si vous avez 10% au plan national, vous avez des députés. Vous allez à l'Assemblée. Si vous n'en avez pas, 2 compétitions électorales successives, infructueuses, la Sénat vous déclare dans l'incapacité de continuer. Et c'est bien. C'est bien que ce soit comme ça. On a l'impression que les prochaines élections seront très rudes. Un pays sérieux qui veut mettre le maximum de ses ressources au service de son développement ne peut pas s'amuser avec ces ressources-là. Nous sommes un petit pays, c'est vrai, avec de grandes richesses humaines, Oui, mais nous avons des ressources financières limitées. Donc on ne peut pas s'amuser avec. c'est ça. Voilà. Merci infiniment. J'invite Oui. les différents militants des partis politiques à prendre au sérieux leur engagement dans les partis politiques. Parce qu'un militant a des droits et des devoirs. Et si ce qu'on a dit, un militant qui se permet d'être dans 2 partis politiques sans clarifier la chose, si jamais ça continuait, ils seront punis par la loi. Donc prenons-nous vraiment au sérieux. Notre Bénin, notre pays a besoin de dirigeants sérieux. Voilà. Merci infiniment à vous. Alain Diou, ancien ministre en charge des relations avec les institutions sous le président Mathieu Kérékou. Et après, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Voilà, justement. Merci infiniment d'être venu passer avec nous ces moments de télévision, mais également aussi de radio avec nos auditeurs qui nous ont suivis sur CFM. Merci d'avoir été sur ce plateau. Vous êtes actuellement au niveau du parti Force Cori pour le développement du Bénin. Conseiller technique chargé... Non, conseiller spécial. Voilà, conseiller spécial. Voilà. Merci au niveau de ce parti politique. Merci Alain Diou d'être venu en ce dimanche. Passez d'agréablement bon dimanche à vous. C'est moi qui vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Merci infiniment à vous. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. C'est la fin de ce numéro de l'entretien. À bientôt sur nos antennes.